Merci Romain, ce qui du coup me permet directement de commencer par vous présenter donc ce projet qui nous a permis, comme l'a dit Romain, de mieux comprendre l'engagement dans des démarches de bien-être animal. Et pour cela, on est parti d'un postulat qui était même d'une observation simple, que les organisations de producteurs ont un rôle moteur, même un rôle central pour la prescription et la mise en place des plans de progrès en matière de santé et bien-être animal. Et justement, ça tombait bien, parce que dans le cadre du Lit Ouesterel, un de nos enjeux majeurs est justement de contribuer à ces plans de progrès. Et on s'est donné donc pour objectif de regarder un petit peu, en questionnant les coopératives et groupements adhérents au LIT, de regarder comment ces plans de progrès se sont déployés dans le temps et d'identifier donc et caractériser les déterminants constitutifs de cet engagement-là. Ce travail est passé par donc, des entretiens semi-directifs, donc 1 heure, 1 heure et demie avec chaque personne. Différents profils ont été interrogés, donc du technique aux responsables, même décisionnaires. Donc, comme je vous l'ai dit, pour les groupements et adhérents donc, du Lit Ouesterel, et ceci sur les 3 espèces de notre étude. Donc, un premier focus qu'on a fait, c'est sur donc, la perception de la définition du bien-être animal au sein des organisations de producteurs. Cette définition, d'après les retours qu'on a eus et les échanges, est plutôt bien définie, en tout cas de manière technique et bien maîtrisée. La perception du bien-être animal est également très positive. Et cependant, il reste quand même une connaissance variable de la sentience animale, donc une définition complète, mais pas forcément au niveau de la sentience. En particulier, on a pu voir que le bien-être animal était largement considéré donc, comme un facteur de durabilité des élevages, cependant sans que cela constitue un pilier central. En effet, beaucoup nous ont parlé du bien-être animal comme un facilitateur pour le recrutement des nouvelles générations, comme aussi un élément de différenciation sur les marchés lorsque le consommateur est intéressé, on l'a dit. C'est aussi un facteur qui peut améliorer les conditions de travail des éleveurs, donc je ne vous apprends rien. Quand on améliore le bien-être de l'animal, on améliore le bien-être de l'homme. Cependant, cette définition et cette perception du bien-être animal, elle peut être aussi vue de manière antagoniste avec tout ce qui a trait à l'environnement. Beaucoup nous ont parlé soit d'effets plutôt de certaines pratiques qui étaient plus ou moins polluantes, donc qui avaient un impact sur l'environnement. Une autre de nos observations sur cette perception et cette définition du bien-être animal, c'est une véritable contribution de la définition de l'ANSES qui met à peu près tout le monde d'accord, notamment les 5 libertés qui servent actuellement de socle un petit peu pour l'ensemble des groupements et des coopératives, et qui facilitent aussi la distinction entre ce qu'on appelle donc la bientraitance et le bien-être animal. En revanche, on a donc, comme je vous l'ai dit, observé un manque de connaissances quant au niveau de sentience des animaux, au regard donc, des évolutions qu'on peut donc avoir, donc simplement sur les connaissances de ce qu'on définit comme sentience, au niveau même de la diffusion de cette connaissance au sein donc, des acteurs des filières. Ensuite, nous sommes intéressés à savoir quels étaient les moteurs de cet engagement en matière de santé et bien-être animal. Et nous avons observé donc, que toutes les organisations ont globalement intégré le bien-être animal dans leur développement, et ceci sous l'effet de moteurs à la fois internes et externes. Concernant les moteurs externes, ils sont au nombre principal de 2. Il s'agit des changements réglementaires et des demandes des clients étrangers principalement. Concernant les évolutions réglementaires, ça reste un déclencheur des progrès en matière de bien-être animal. On l'a encore vu ce matin dans les diverses présentations. Tandis que les demandes de clients étrangers répondent plutôt à des marchés de niche, donc sont un peu plus exceptionnels, mais peuvent faciliter donc, la mise en œuvre des pratiques en santé et bien-être animal. Notamment, beaucoup ont parlé de clients donc, anglais qui, aux alentours des années 2008-2010, avaient commencé donc, à intégrer dans leur cahier des charges des demandes sur la nutrition, le transport, encore l'abattage des animaux. Un autre point qui explique donc, les moteurs de l'engagement, c'est que le bien-être animal est considéré comme une condition indispensable à l'élevage et surtout à sa pérennité. Les organismes mettent en place des dispositifs d'accompagnement, on en a vu un petit peu ce matin, on en verra d'autres, notamment des accompagnements sur la formation, les référents bien-être animal, sur les partages d'expériences, notamment au sein des éleveurs entre eux, donc des groupes d'échange, des journées portes ouvertes également. Il y a également des soutiens financiers qui peuvent être proposés. Donc, certaines coopératives peuvent donner des plus-values un petit peu pour aider donc, à s'engager en matière de bien-être animal. Et enfin, un autre moteur, c'est la jeune génération qui, elle, est donc un petit peu plus sensible au bien-être animal, notamment au niveau de la formation initiale où on en parle beaucoup plus et qui est par conséquent plus demandeuse sur ces sujets. Bien que donc, on a bien redéfini le cadre de la définition et de la perception du bien-être animal, mais également des moteurs d'engagement, on s'est intéressé à savoir donc, qu'est-ce qui bloquait. Donc, on a vu les principaux freins. Ils sont dans cette présentation au nombre de 4.
Un premier s'intéresse donc au déploiement des pratiques favorables qui, à l'heure actuelle, fait face aux mêmes défis majeurs qu'on a déjà évoqués précédemment, c'est-à-dire concilier investissement et rentabilité. On a pu creuser un petit peu ce frein et voir que les banques pouvaient éventuellement refuser de financer des projets car ils sont considérés comme non viables. En l'occurrence, la banque est un petit peu moins sensibilisée sur ces sujets bien-être animal et donc est un petit peu méfiante, en tout cas a des doutes sur la rentabilité des projets bien-être animal, donc peut éventuellement freiner. Concernant les éleveurs, de leur côté, ils craignent de ne pas récupérer leur mise de départ, donc c'est-à-dire leurs investissements, car la rentabilité des évolutions en matière de santé et bien-être animal n'est pas toujours garantie. Beaucoup en filière porc m'ont parlé des transitions vers les maternités bien-être ou maternités liberté, avec des surcoûts qui, parfois, en tout cas les premières années, n'étaient pas forcément toujours compensés et récupérés. Au niveau des organisations de producteurs, donc comme je l'ai dit, il y a des accompagnements et aussi financiers, donc avec des plus-values qui sont parfois proposées pour l'adoption de nouvelles pratiques. Ça peut donc être soit des primes sur les changements de pratiques, soit au niveau vraiment de la transition. Un deuxième frein que nous avons pu observer, c'est que les transitions justement vers les pratiques plus favorables en matière de bien-être animal peuvent être techniques et parfois délicates. En particulier, on a des points bloquants sur les bâtiments existants qui ne sont pas toujours adaptés ou en tout cas qui peuvent s'avérer limitants pour le déploiement de ces plans de progrès. Les investissements peuvent être un peu trop lourds et donc difficilement engagés. La complexité opérationnelle aussi de certaines pratiques alternatives peuvent freiner cette adoption de nouvelles pratiques. Notamment, on parle d'hétérogénéité des compétences au niveau des éleveurs qui ne sont pas toujours à même de faire les changements de pratiques de manière optimale, mais également de complexité à reproduire un petit peu ces solutions sur tous les élevages existants. Il y a également une variabilité du succès de la mise en place des pratiques en fonction des exploitations qui est parfois difficile à anticiper et à suivre. Et également des risques de pertes non couvertes lors de la période de transition, donc avec, comme je vous l'ai dit, potentiellement des pertes économiques ou en tout cas des impacts sur d'autres pratiques, ou en tout cas d'autres éléments de l'exploitation qui ne sont pas toujours anticipables. Quelqu'un me parlait de l'enrichissement en volaille. L'ajout d'enrichissement impacte tout ce qui va être attrait au sanitaire, donc pareil, ça engendre des conséquences. Ou encore en filière porc, c'était plutôt l'ajout de luzerne pour stimuler les porcelets qui parfois peut bloquer les caillebotis. Donc voilà, c'est tout un ensemble à penser. Un troisième frein à l'engagement que nous avons pu identifier, c'est qu'il existe un effet délétère de la pression médiatique sur les motivations des individus. Notamment, donc, on a pu voir que les éleveurs avaient une peur d'être exposés médiatiquement qui pouvait les freiner, en tout cas concernant la jeune génération, les freiner à s'engager dans des ateliers de production animale. Ils se sentent un petit peu menacés, ce qui les amène donc plutôt à s'orienter vers du végétal. Il existe aussi donc la pression des ONG abolitionnistes qui est parfois un peu contre-productive et installe un climat de méfiance envers la filière, notamment avec une approche qui est parfois un peu trop idéaliste, donc en tout cas jugée idéaliste et déconnectée du terrain. Aussi, les ignorances et des conséquences des demandes de ces ONG abolitionnistes creusent en fait ce climat de méfiance et cette déconnexion. Également, on a pu voir que les scandales médiatiques n'aidaient pas non plus et créaient une image et entretenaient surtout une image négative de l'élevage, avec la stigmatisation des métiers de l'élevage, qui, encore une fois, accentue cette déconnexion. Et enfin, qu'il y a effectivement cette sensation de déconnexion qui se retrouve un petit peu partout à cause de cette pression médiatique. Le dernier frein que je vous présente aujourd'hui, c'est qu'il existe donc une concurrence, voire même un antagonisme entre bien-être animal et d'autres priorités sectorielles. Notamment le bien-être animal doit être réfléchi et pensé autour d'autres enjeux sectoriels considérés comme prioritaires. En tout cas, pour l'éleveur, ce n'est entre guillemets qu'une composante parmi d'autres et pas forcément une priorité absolue. Au niveau de la concurrence, on peut parler de l'environnement, donc je voulais l'évoquer, mais aussi de la santé et de la biosécurité. Les changements au niveau de l'arrêt d'utilisation d'antibiotiques, en tout cas sa diminution, nous fait faire face à des crises sanitaires de plus en plus importantes, donc avec lesquelles il faut aussi du coup faire avec. Et on a aussi donc un souci de transmilité d'un outil qui doit être solide économiquement avant même de savoir quelles sont les considérations de bien-être animal. Donc voilà, encore une fois, on a différentes hiérarchies des priorités qui sont données dans les projets bien-être animal au sens large de l'élevage. Pour conclure et respecter le temps de parole, donc ce qu'on a observé, nous, dans ce projet, c'est que les acteurs interrogés privilégiaient des approches plutôt pas à pas et pas forcément des changements brutaux et radicaux.
Il y a des facteurs d'atténuation que nous avons pu identifier, comme par exemple les accompagnements techniques qui va venir donc aider et soutenir cet engagement. Le soutien financier via des dispositifs spécialisés aide aussi et facilite cet engagement. Et également le partage et surtout le retour d'expérience entre éleveurs, on en a parlé également aujourd'hui. On retient donc 3 leviers pour renforcer le déploiement des plans de progrès en bien-être animal. C'est tout d'abord mieux évaluer l'impact économique et la valorisation des pratiques en santé et bien-être animal, avoir une approche systémique du déploiement des solutions et continuer de produire des références en matière de pratiques en santé et bien-être animal. 3 leviers que, en tout cas au sein du Lutte Ouest-Orel, on essaye et on continue d'activer dans le cadre de notre programme et on souhaite donc vous les présenter cet après-midi. Merci beaucoup. Timing parfait aussi. Merci beaucoup Jennifer pour cette synthèse. Ce qu'on ne voit pas là, c'est qu'il y a des dizaines d'heures d'entretien, de discussion et de synthèse avec les personnes qui vont sur le terrain, qui sont elles-mêmes la synthèse de tous les échanges qu'elles peuvent avoir avec tous les éleveurs. Donc c'est une sorte d'exégèse en quelques minutes. Évidemment, on pourra vous en dire plus sur les enseignements si vous le souhaitez par la suite. En attendant, là, on a le temps pour 1 ou 2 questions, si vous le souhaitez. Pas de questions, pas de remarques. Il y en a une ici, Françoise. Pardon, excusez-moi. Bonjour, Françoise Burgot, Belfarm. Une question à propos de 2 résultats. Oui. Le premier, c'est que j'ai compris qu'il y avait un consensus sur le fait que le bien-être animal est une composante de la durabilité. Et sur une des dernières slides, il était indiqué parmi les freins le souci de transmission, de transmissibilité de l'élevage. Et donc, quel lien on peut faire entre ces 2 perceptions qui m'apparaissent au moins partiellement un peu antinomiques ou opposées? Merci Françoise. Effectivement, donc, dans la première partie, j'évoquais plutôt la définition, en tout cas la perception qui fait un peu consensus chez les professionnels. On sait parler du bien-être animal, on sait ce que c'est, on est d'accord pour le définir ensemble. Et effectivement, c'est même intégré donc, dans les piliers de durabilité. Maintenant, on parle de RSE, on parle de stratégie. Et de manière plus concrète sur le terrain pour les éleveurs, ça fait partie de leur quotidien et c'est indispensable. Cependant, en fait, on a quand même des soucis, comme je disais, donc de transmissibilité, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on intègre le bien-être animal dans des exploitations agricoles et c'est super, mais c'est pas toujours accessible au plus grand nombre et on a d'abord une priorité sur la viabilité économique des exploitations avant de réfléchir à impliquer plus de projets bien-être animal. Notamment, c'était pas mal de retours sur les fins de carrière, en tout cas les personnes en départ à la retraite qui réfléchissaient à se dire « bon ben là, j'ai une réglementation, est-ce que je préfère investir maintenant sur du bien-être animal et transmettre une exploitation peut-être moins accessible économiquement ou travailler ma stabilité, on va dire plutôt ma viabilité à grande échelle de l'exploitation ?» Je ne sais pas si ça répond à... Tu veux compléter peut-être? Non, super. Non, pas besoin de compléter, hein, c'était très bien. Oui, Frédéric Pabeuf. Dans le prolongement de la question précédente, et les questions de santé et biosécurité qui viendraient en concurrence avec la problématique du bien-être. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît ? Oui, pas de souci. Typiquement, un exemple que je vais vous détailler plus tard donc cet après-midi, c'est l'exemple de la grippe aviaire en 2022 avec une nouvelle crise assez marquante, en tout cas dans la filière volaille, a fait passer ce bien-être animal un peu en second plan, entre guillemets. C'était en pleine dynamique d'évolution en matière de bien-être animal et pour autant, cette crise sanitaire a pris le devant où il a fallu revoir les priorités et essayer de travailler sur justement la biosécurité, par exemple. Est-ce qu'il y a un dernier point avant de passer à la partie la plus terrain, qui seront les témoignages d'éleveurs filmés? Oui, merci Romain. Moi j'avais une question dans votre enquête. Est-ce que vous avez vu des différences entre les différentes filières? Ou est-ce que globalement la réponse est totalement homogène? Alors, pour ce qui concerne la perception du bien-être animal, sa définition et les moteurs d'engagement, c'est à peu près la même chose pour les 3 filières. Maintenant, dans les principaux freins, effectivement, on voit des petites différences. Au global, on a des grosses tendances que je vous présente aujourd'hui. Maintenant, dans les détails des pratiques, les investissements, les changements ne se sont pas faits au même rythme. En tout cas, les évolutions ont été un petit peu différentes sur l'ensemble des filières. On peut remercier Jennifer